Ah là là. Ici, Fédéral 001. Aujourd'hui, on va parler beaucoup. Dès que vous vous connectez, partagez la vidéo au maximum. Vous vous connectez, vous partagez au maximum la vidéo. Je vais vous faire donc une démonstration scientifique. Un vrai cours magistral. Donc partagez la vidéo. C'est un enseignement que je vais vous faire. Vous allez comprendre que dans la résistance, on a des cerveaux. Je vais vous faire un cours magistral. Vous allez comprendre. Partagez la vidéo au maximum. Il faut qu'on atteigne déjà minimum la barre de 100. Et puis je vais parler. Je dois parler très fort. Je dis partager cette vidéo. Je vais parler très fort. Partagez la vidéo. Ici le Fédéral 001. Partagez la vidéo. Je vous dis les vrais ennemis du Mali. Je vais faire une vraie démonstration comme Guillaume Soro l'a fait tout à l'heure. Une démonstration scientifique. Jokok, Kifori, soit salué, mon ami et frère. J'ai dit partagez la vidéo. Je vais vous faire une vraie démonstration scientifique. Voilà. Quand vous allez écouter cette vidéo-là, vous n'allez plus vous faire d'idées. Voilà. Il faut que les gens comprennent que la génération est peuple solidaire. Il y a de la matière à réfléchir. La génération est peuple solidaire. Il y a de la crème, il y a de la matière à réfléchir. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Partagez la vidéo. Je viens aujourd'hui pour faire un enseignement sur la base d'un certain nombre d'abord de révélations, parce que vous savez que... Bonsoir monsieur, je voudrais vous appeler. Non, tu m'appelles juste après. Abbé Touré, tu m'appelles après. Biboué Franck Yuan, tu m'appelles. J'ai dit partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. On va commencer tout à l'heure. Maman Laoni Fleur, sois saluée. Si tu as confiance là, tu sais que je vais bailler fort là. Partage la vidéo. Je suis prêt. Hein? Je vais vous faire une vraie démonstration. Quand vous allez finir d'écouter ce cours, vous n'allez plus vous faire d'idées. Je dis partager la vidéo. Salut les amis, ici Fédéral 001. Partagez la vidéo, il faut qu'on atteigne le minimum parce que vous savez, mon compte est en train de reprendre. Donc, partagez au maximum la vidéo. Donoton Koulibaly, Imam GKS, soit salué. Aston Martins, soit salué. Mon vieux Mogo, soit salué. Pourquoi tu vas faire, j'ai dit le reste là, et puis ils vont m'attaquer encore. Soit salué, Aston Martins. Je dis partager la vidéo, je vais vous démontrer que la génération est peuple solidaire. Parce que Guillaume Soro nous a donné un enseignement. Il parle sur la base d'un certain nombre de propositions. C'est ce que je vais vous faire tout à l'heure, des démonstrations scientifiques. On est à l'école de Franklin Nyamsi, on est à l'école de Guillaume Bafori Soro, donc suivez. Et j'ai foi que le président Guillaume Bafori Soro, bien entendu, avec tous ses services, verront bien entendu cette vidéo parce qu'elle va circuler tout à l'heure sur la page de tous les Maliens. Elle va aller donc envoyer ça à tous les Maliens. Dites-leur qu'il y a un résistant, il y a un homme qui est 001. Je suis là. Je vais vous faire une démonstration. Alors, chers amis, on va courir et puis on va marcher très vite parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai toute une préparation scientifique parce que Guillaume Soro nous a appris à préparer ce qu'on doit dire. Donc, j'ai toute une préparation scientifique bien élaborée. Je vais travailler avec vous. Je vais marcher très fort. Guillaume Soro nous a appris à élaborer. Donc, vous allez voir désormais
la nouvelle marche de la communication, ce n'est pas du jeu. C'est des discours élaborés. Et puis on fonce. Herman Yao, Nina la Lionne, sois salué. Merci infiniment pour la marche. Je reviens dans ton sens tout à l'heure. Eh bien, Mali, les vrais ennemis sont au RDR et leurs alliés, leurs neveux alliés. Quand je dis leurs neveux alliés, je parle directement ici du COGEP, donc du CONGEP. Donc envoyez-leur la vidéo. Le Mali, les vrais ennemis sont au RDR et au COGEP. Je le dis ici. Je dis cette vidéo va aller dans tous les groupes des Maliens. Tout à l'heure, quand je finis, tous les Maliens vont récupérer ça. Tout à l'heure. Les vrais ennemis du Mali sont au RDR et sont au CONGEP, que j'appelle le CONGEP. Soyez salués. En temps vers 100 personnes, soyez salués. Je dis à 100 merci. Alors, chers amis, je suis donc Fédéral 001, activiste communicant, pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Soro. Je vais vous entretenir tout à l'heure. Vous allez comprendre toute la crème que je vais vous produire. Je suis prêt, puis je suis là. Zagueilou Dian, sois saluée. La plus belle, sois saluée. La femme du RGPS, Sandra, sois saluée. Les vrais ennemis du RDR, je devrais d'abord saluer tous les panafricanistes. Je voudrais saluer mon frère Sekou Tunkara, Souleymane Gbagbo Kone, Soule de Paris, Nina la Lionne, Doumbia Zouzou, tous les différents panafricains. Au fur et à mesure que je me rappelle, je vais les citer nommément. Les vrais ennemis du Mali sont au RDR et au CONGEP. Donc écrivez CONGEP. Les vrais ennemis du du Mali sont au RDR et au CONGEP. C'est moi qui le dis. Je voudrais ici saluer mon frère Soule de Paris. Peut-être quand je vais finir, on va se parler tout à l'heure. Parce qu'on devait boucler un entretien ensemble. Alors, voilà ce que vous devez comprendre. Vous savez, quand je ne vais pas revenir trop sur l'historique de la prise de pouvoir au Mali, mais je voudrais particulièrement saluer le professeur Franklin Nyamsi, qui à la limite est en train d'abattre un travail hautement diplomatique auprès donc de la République souveraine du Mali. Je voudrais ici saluer le professeur Franklin Nyamsi, dont le nom aujourd'hui tend à être défiguré un peu par les sous-fifs du CONGEP. C'est moi qui sors. Et quand je viens, je parle du CONGEP, ça tremble. Parce qu'ils savent. Je les ai laissés un peu en souffrance parce qu'il fallait se faire oublier et il fallait traiter d'autres dossiers. Mais j'ai l'impression qu'ils reviennent et au bout des lèvres, c'est Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro. Je vais venir ici pour établir les fondements. Alors, partagez-moi ce truc-là. Alors, donc, depuis l'avènement de la prise du pouvoir, vous le savez tous, hein, lorsque Ibeka est déposé, Bandao est mis sur le coup, Bandao fait volte-face, aussitôt Assimi Goïta reprend sa chose tranquillement. Depuis lors, il est là. Mais vous savez, dès la prise de pouvoir de Assimi Goïta, qu'il faut saluer. Dès donc sa prise de pouvoir, aussitôt il est frappé par des sanctions inhumaines, dont la suspension du Mali au sein des instances régionales, comme la CEDEAO et plus tard l'UEMOA. Mais je vais vous montrer de façon chronologique ici et ordonnancée comment les gens sont des ennemis potentiels du Mali. Alors, je bâtis ça ici, j'appelle ça déjà les modalités stratégiques de fonctionnement du pouvoir d'Abidjan. D'abord, au niveau économique. Et ça, vous devez le comprendre. Il faut que ce discours que je tiens ici soit entendu de tous. Parce que vous devez comprendre que ce qui se passe aujourd'hui a commencé depuis belle lurette. Mais il faut qu'on vous donne toute la chronologie argumentative pour vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Et je parle à tous les Maliens aujourd'hui. D'abord, au niveau économique. Il procède naturellement par quoi? Par une asphyxie économique sous-régionale et internationale. Vous avez vu que toutes les devises, d'abord il y a eu un embargo sur la fermeture des frontières terrestres avec le Mali. Et ça c'était déjà autour de janvier. Le professeur Franklin Nyamsi est revenu dessus. Déjà autour de janvier 2022. L'objectif c'était de contribuer effectivement à une asphyxie du Mali au niveau sous-régional et international. Vous avez pu constater que toutes les devises du Mali au sein donc de l'UEMOA ont été gelées
Et même toutes les devises au sein de certaines institutions internationales financières comme la Banque mondiale ont été gelées. Je dis, comprenez la chronologie pour comprendre déjà ce qui vient de se passer tout à l'heure. Les massacres qui viennent d'avoir. Je vais vous donner toute la description argumentative. C'est pour ça que je suis là. Alors, donc, le blocage des devises dans les institutions internationales régionales. Et pourquoi on le fait? Il y a un objectif quand on le fait. Vous savez qu'aujourd'hui, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent que vous voyez là, le money, c'est le nerf de la guerre. Et quand on le fait, il va y avoir naturellement ce qu'on appelle une cessation du flux des activités économiques avec certaines zones d'approvisionnement. Vous savez très bien que quand il y a eu la fermeture des frontières terrestres, la Côte d'Ivoire qui fait donc frontière avec le Mali, à un moment donné, qui est à la limite une zone potentielle d'approvisionnement, a tout bouclé. Donc, c'est ce qu'on appelle une cessation du flux des activités économiques avec certaines zones d'influence et d'approvisionnement. Donc, vous avez pu voir. Mais comment le Mali a travaillé? Je dis, si vous ne comprenez pas cette crise-là, on va arrêter. Mais comment le Mali travaille? Il faut donc déboucher sur d'autres zones d'approvisionnement potentiel comme la Mauritanie. La Mauritanie donc nous prête ses services et c'est de là que tout le flux économique a commencé à être réalisé. Écoutez très bien. Bien entendu, quand on le fait, il va y avoir un manque à gagner au niveau donc, de l'État. Mais vous savez, on mène une activité, on mène une action politique. Je vous le dis ici. Toute action politique qui est menée est forcément motivée par un intérêt spécifique qu'on vise. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on veut asphyxier le Mali comme ça au niveau économique? L'objectif, il est clair. C'est susciter une révolte généralisée au sein de la population. Est-ce que vous voyez? Parce qu'à un moment donné, tous les différents transitaires, tous ceux qui évoluent dans l'activité économique, au niveau donc du Mali, dès l'instant où il y a une fermeture des différentes frontières terrestres, à un moment donné, il va y avoir une baisse subséquente des activités économiques. Et donc, l'argent ne rentre plus, ça va susciter un courroux généralisé au sein de la population. Or, ce que les gens ont oublié, ce régime-là, ce régime que vous voyez, que les gens appellent junte, mais sa connotation dépréciative, parce que la junte, nous, on n'aime pas. C'est un gouvernement de transition. Ce qu'ils oublient, dans toute l'Afrique, et je mets tout le monde au défi, dans toute l'Afrique, c'est le seul régime militaire qui donc accède au pouvoir et qui bénéficie naturellement de ce qu'on appelle la légitimité populaire. Ça s'est une fois manifesté dès leur prise de pouvoir, quand il y a une forte mobilisation à hauteur de plus de 2 millions de ressortissants maliens à la place de l'indépendance. Et ça, c'était au Mali. C'est du jamais vu. Avec tous les régimes civils qui se sont succédés à la tête du Mali, Assimi Goïta était le seul président à avoir donc mobilisé plus de 2 millions de ressortissants maliens à la place de l'indépendance. C'était déjà une démonstration de liesse populaire autour donc de ce pouvoir-là que des gens ont vu comme une façon de changement de paradigme. Ça veut dire que l'avènement de Assimi Goïta a suscité un certain espoir au sein des populations. Écoutez très bien. On poursuit, nous allons donc au niveau. Ce que je fais, non seulement je parle, mais je vais donner des preuves tout à l'heure. Et puis je vais faire aussi des propositions. Parce que Guillaume Soro a parlé, il a fait des propositions. Et si on se réclame de Guillaume Soro, il faut qu'on ait aussi cette force, cette capacité de proposition. J'ai dit quand les Maliens vont écouter, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Au niveau donc diplomatique, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un isolement politique donc du Mali. On va donc suspendre, dès la prise de pouvoir d'Assimi Goïta, on va donc suspendre le Mali des instances de la CEDEAO. Et plus tard, autour de mars, de l'UEMOA. Or, il y a eu pas mal de coups d'État au sein donc de la sous-région, la Guinée, le Burkina plus tard. Mais aucun de ces pays-là n'a fait les frais en termes donc de suspension de participation au sein des instances sous-régionales comme la CEDEAO et l'UEMOA. Ça veut dire que les dessins étaient clairs. Comme le Mali ramait donc à compte courant de, je vais dire, leurs aspirations, alors il fallait donc crucifier le Mali. Écoutez très bien. Ibé de London, soit salué mon ami et frère. On poursuit. Il y a eu plus tard encore une tentative de suspension des soutiens du Mali
au sein donc des instances internationales comme l'ONU. Je vous rappelle rapidement la Russie, qui est un allié potentiel aujourd'hui du Mali, a failli donc être suspendue au sein des instances de l'ONU. Une résolution spéciale était donc partie, puisque la Russie siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Mais Capofle soit salué. J'ai dit partagez-moi ce truc. Avec droit de veto, il fallait naturellement extraire la Russie des instances du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre ainsi le Mali à nu et donc d'être finalement comme une proie aussi facile pour ceux qui sont au niveau d'Abidjan. Et tout ce plan dont je suis en train de vous parler, que vous savez pratiquement pour la plupart, se comporte depuis les officiels du RDR au niveau d'Abidjan. Est-ce que vous suivez? Alors, mais vous avez pu voir, cela n'est pas passé parce que bien entendu, la Russie a fait bloc autour du Mali, compte tenu également de la pugnacité d'un ministre que je voudrais particulièrement saluer. Je ne le connais pas, mais Abdoulaye Diop, qui est un haut chevronné des questions diplomatiques au niveau international. Et donc, lui, avec sa pugnacité, il a pu donc rétablir le Mali dans l'environnement au sein donc des grandes instances des Nations Unies. Nous passons déjà. Nous arrivons, je vais aller vite, vous allez comprendre. Nous arrivons, donc vous voyez déjà qu'au niveau économique, au niveau diplomatique, mais ça ne finit pas. Le RDR ne s'arrête pas. Au niveau politique, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut tenter à tous les niveaux. Il faut tenter d'asphyxier le Mali à tous les niveaux. Nous allons aller donc au niveau politique. Qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Ils vont procéder par quoi? Par un appui et soutien aux formations politiques de l'opposition et autres mouvements de la société civile sous fond de corruption directe. Ça veut dire quoi? Vous avez pu voir dans l'environnement politique, au niveau donc du Mali, on a commencé à instrumentaliser des organisations politiques. Parce que vous savez que la plupart de ceux qui ont été déchus, le mouvement, du moins ceux du gouvernement de IBK, sont tous au niveau d'Abidjan. Donc, pour ceux, la plupart qui ont été déchus, et avec eux, à leur tête, Boubou Cissé, qui était donc l'ancien premier ministre de IBK, qui est actuellement en souffrance au niveau d'Abidjan, il a été donc instrumentalisé pour constituer un moyen de pression directe sur le gouvernement de transition. Je vais vous faire écouter tout à l'heure les audios de Boubou Cissé. On n'est pas qu'on dise que je mens. Les audios de Boubou Cissé avec une conversation directe avec Alassane Dramane Ouattara sont clairs. Ça y est là. Mais on va aller vers la fin. Donc, l'objectif, l'appui et le soutien aux formations politiques et aux mouvements de la société civile sous fond de corruption. En dehors même de Boubou Cissé, il y a eu l'imam Diko. Mais vous avez vu qu'avant que je n'attaque l'imam Diko, j'ai eu beaucoup plus de réserves. J'ai voulu voir clair dans les agissements de l'imam Diko. À la vérité, imam Diko, aujourd'hui, là, c'est lui qu'on veut positionner comme étant l'homme sauveur du Grand Mali. Et donc, celui qui appartient donc à un mouvement de la société civile aussi important au niveau du Mali, c'est lui là qu'on a instrumentalisé. Donc, en plus de formation politique, il y a eu plusieurs mouvements de la société civile, dont celui de l'imam Diko, qui était donc mis en avant pour venir constituer un moyen de pression directe sur le gouvernement de transition. Nous sommes au niveau politique. Je dis, on frappe dans tous les canaux, on frappe dans tous les angles, dans tous les parois. Pour pouvoir atteindre un régime, il faut frapper dans tous les parois. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure l'audio. Mais bien avant que je vous présente l'audio, je vais vous présenter l'audio à la fin. Mais qu'est-ce que le gouvernement malien a fait face à cette instrumentalisation sous fond de corruption des organisations politiques et certaines organisations de la société civile? Le gouvernement souverain de transition a donc pris une importante décision portant interdiction de toute manifestation publique. Parce que l'objectif, il faut empêcher que certains mouvements terroristes viennent donc se fondre au sein donc des masses qui sont hostiles au régime.
Ce n'était pas une façon de leur dénier leur droit de manifester. Non. Mais c'était une façon de minimiser les risques d'infiltration de certains mouvements terroristes dans les populations qui sont donc hostiles au régime. Et ça, je voudrais saluer Assimi Goïta. Assimi Goïta l'a fait. Il a empêché tout mouvement. Mais on ne finit pas. Nous tombons maintenant au plan sécuritaire. Et c'est la partie qui est beaucoup plus intéressante. Au plan sécuritaire, ce que je dis ici, c'est de l'analyse politique. Parce que nous sommes tous des politiques. C'est de la pure analyse politique que je vous fais pour vous amener à comprendre le mode opératoire des membres du RDR. Alors, au niveau sécuritaire, qu'est-ce qu'on fait? On procède d'abord par une introduction par vague de groupements armés non identifiables sur le territoire malien. Je reprends. Introduction par vague de groupements armés non identifiables sur le territoire malien. Nous sommes à 120. Merci infiniment de partager. Merci. Yasmine C. soit saluée. Est-ce que vous voyez? Donc, si aujourd'hui, nous avons pu mettre la main, quand je dis nous, je me considère comme un Malien. Prenez ça comme vous voulez. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Fédéral Goïta. Écrivez ça. Fédéral Goïta. Si nous avons pu mettre aujourd'hui la main sur 49 mercenaires, au niveau donc de l'aéroport Modibo Keïta, au niveau de l'aéroport, imaginez ceux qui ont pu rentrer sur le territoire malien par vague, qui n'ont pas pu être identifiés. C'est cela qu'on a pris, les 49 qui ont été appréhendés. Mais en dehors d'eux, les gens ont procédé déjà de cette façon, par une introduction par vague de groupements armés non identifiables. Et c'est pourquoi que le gars, il faisait depuis Abidjan de la surenchère pour dire que ce gouvernement-là, il ne pourra pas faire 2 mois, il ne pourra pas tenir sur ses jambes pendant 2 mois parce qu'il sera simplement écrasé. Parce que, bien entendu, il y avait eu au préalable de l'infiltration qui a été faite. Et comment les gens procèdent encore? En 2 ici. Comment les gens procèdent? J'ai dit, je vous fais une analyse scientifique. Si vous finissez d'écouter ce cours, affaire de Mali, c'est fini. Achille Zlan, soit salué, mon ami et frère. 2. Il procède donc par ce qu'on appelle un renforcement, une coordination et un appui aux mouvements terroristes en faction. Ça veut dire quoi? Il y a déjà plusieurs mouvements terroristes qui sont déjà sur le territoire malien. Quand vous prenez la zone de l'Azawad et autres, ces personnes-là déjà sont là. Mais il y a déjà certaines personnes terroristes qui se font donc avec la population. Et donc ceux d'Abidjan assurent ce qu'on appelle le maintien et donc la coordination avec ces mouvements terroristes qui sont déjà sur place. C'est ce que j'appelle organisation, coordination et appui aux mouvements terroristes en faction. C'est-à-dire ceux qui sont déjà sur place. C'est pourquoi les 49 qui sont venus là, c'était un mouvement en soutien. Parce que la plupart de ceux qui ont été donc convoyés par vague étaient déjà sur le territoire malien. Chers amis, nous sommes au niveau sécuritaire et il ne faut pas jouer avec. Fédéral Fodé, merci infiniment. Écrivez Fédéral Goïta. Et donc, lorsque ça se fait au niveau sécuritaire, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va procéder? On va donc procéder par quoi? L'organisation d'attaques sporadiques meurtrières dans plusieurs localités. Je vais vous donner simplement une seule localité. Il y a eu l'exemple de Moura, où il y a eu plus de 50 morts, notamment des corps habillés et certaines populations civiles. Mais quand ça se fait, vous savez pourquoi on le fait? Pourquoi on organise des attentats, des petites attaques sporadiques de cette façon? C'est clair. Et vous devez comprendre parce que vous êtes des hommes politiques. Si vous n'arrivez pas à faire une bonne lecture politique de la situation au niveau du Mali, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi je viens pour vous faire la lecture politique. L'exemple de Noura ici, quand ça s'est fait, vous avez pu voir que aussitôt les Nations Unies, vous ne comprenez pas. Aussitôt, les Nations Unies ont demandé à ce que la Russie soit suspendue de, comment on va dire ça, du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies.
Et donc, quand la Russie est suspendue du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, ça va leur donner un boulevard pour susciter donc l'avènement de certains organismes internationaux de défense des droits humains dans le cadre donc comment on va dire ça, pour organiser naturellement des enquêtes unilatérales et partiales sur le territoire malien, pour constater, selon eux, de visu les questions de violation des droits de l'homme sur place au Mali. Donc, en frappant au niveau de Noura, et quand on fait 50 morts, c'était une façon de présenter donc le visage hideux du gouvernement de transition, pour dire que nous avons un gouvernement de transition, mais qui œuvre naturellement avec les terroristes pour organiser des massacres sur les populations civiles. Voilà le cas ici de Moura. Et donc, quand on le fait, ça va créer ce qu'on appelle une certaine facilité de toutes ces organisations des Nations Unies pour dire, parce que les Nations Unies, quand elles doivent venir, il faut qu'il y ait bien entendu une constatation en termes donc de violation des droits de l'homme sur un territoire. Ce qui leur donne quitus pour pouvoir venir donc sur le territoire pour diligenter des enquêtes. Mais voilà comment le Mali répond. Le Mali dit non, 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 non. S'il doit y avoir des enquêtes au niveau de Moura, puisque vous dites que ce sont les soldats maliens qui ont massacré les populations, s'il doit y avoir une enquête, il faut que ce soit des enquêtes conjointes. J'ai dit partager, vous là, vous jouez. Je suis en train de vous faire un coup comme ça, vous jouez. On est à 130, merci infiniment. Si ça doit se faire, il faut que ça soit une enquête conjointe. Et il faut bien entendu que tous les services de l'État malien soient associés à la production d'une telle enquête. Et comme les gens ont su que c'était une enquête qui serait à la limite biaisée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement rangé au placard le dossier de Moura. Mais quand on le fait, vous savez pourquoi on le fait? Pourquoi on organise un peu comme ça? Tout à l'heure, je vais vous parler de ce qui vient de se produire aujourd'hui, hein, les attaques d'aujourd'hui. Mais pourquoi on le fait? C'est de démontrer scientifiquement au monde entier l'incapacité du gouvernement de transition malien à pouvoir gérer la question de la crise sécuritaire au Mali. Parce que je vous le dis honnêtement, quand il doit y avoir une intervention des Nations Unies, des organisations de défense et de protection des droits de l'homme des Nations Unies, il faut bien entendu qu'il y ait des indices objectivement vérifiables. Et là, au niveau de Moura, nous avons une attaque où il y a eu plus de 50 morts dans des populations civiles. Est-ce que vous voyez? Alors, ça leur donne quitus. J'ai vu mon petit là, la flamme le lion, comment tu vas, mon petit? Le Zouglou, sois salué. Alors, ça leur donne quitus de pouvoir s'introduire au niveau du Mali pour diligenter des enquêtes. Mais là, le gouvernement de transition a opposé une fin de non-recevoir partielle en demandant l'organisation d'une enquête conjointe. Ça veut dire qu'avec les services de l'État du Mali, ils ont fui. Alors, ils ne sont pas arrivés au niveau des Nations Unies à démontrer effectivement que Assimi Goïta est dans l'incapacité à pouvoir juguler la question sécuritaire sur le sol malien. Mais quand ça se fait, il y a une seule chose. Nous avons donc demandé le départ des forces Takuba, Barkhane plutôt, et puis plus tard Takuba. Ils sont partis, mais quand ils vont s'asseoir au niveau du Niger. Ils sont là et puis ils regardent. Donc, pour qu'il y ait un retour institutionnel, c'est-à-dire sur la base d'une résolution de ces forces d'occupation sur le sol malien, il faut bien entendu, excusez-moi, il faut bien entendu qu'il y ait une constatation en termes de violation des droits humains. Donc, ils vont dire quoi? Nous venons sur le territoire malien pour minimiser à la limite les risques de violation des droits humains sur le sol malien. Là encore, le gouvernement de transition de Mali a sorti le grand jeu. Ils ont dit, pas de question. Je dis, je suis inspiré ce soir. Je suis inspiré ce soir. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mais je suis en train de vous décrire comment le RDR aujourd'hui fonctionne. Comment le RDR fonctionne dans tous les compartiments, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau diplomatique.
Nous venons maintenant ici au niveau médiatique. Et ça, c'est beaucoup plus important. Parce que là, nous sommes en train de communiquer. Nous communiquons et je demande ici à tous les Maliens, quand je finis cette vidéo, il faut que cette vidéo soit relayée dans tous les différents canaux au niveau du Mali. Il faut que cette vidéo soit très virale. Mon ami et frère Tunkara, il faut rendre cette vidéo virale. Au plan médiatique, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vais faire intervenir nos hommes d'en face, le neveu présidentiel et ses alliés. Il y a ce qu'on appelle l'utilisation et manipulation des canaux officiels. Le premier niveau, c'est quoi? L'exemple du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Je ne vais pas revenir sur le long feuilleton qu'il y a eu avec Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA. Donc, le premier niveau, c'est quoi? L'utilisation et manipulation de canaux officiels. Le premier canal officiel qui a donc été utilisé, c'est le porte-parole de la MINUSMA, qui a donc conduit un tweet dans lequel il disait que les Maliens, les mercenaires du groupe Wagner qui ont donc été déversés au niveau du Mali ont bien entendu eu l'autorisation des autorités ivoiriennes et donc les autorités maliennes ont bien entendu eu un accusé de réception. Et vous avez vu toute la série des échanges qu'il y a eu avec lui. On lui a simplement dit de prouver ce qu'il dit ou à la limite d'apporter un correctif à ces allégations. Et lorsque vous avez vu que Olivier Salgado n'a pas pu s'exécuter, à défaut naturellement de production de preuves, vous avez vu hier, nous avons fait des vidéos, le gouvernement de transition qui est donc souple sur la question, dans le cadre donc de la préservation des liens diplomatiques, a simplement demandé à donner 72 heures à Olivier Salgado de partir, de quitter le territoire malien. Donc, utilisation et manipulation des canaux officiels. Le premier canal officiel ici, qui a donc été mis à contribution pour créer toute la manipulation, c'est le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. On dit bien porte-parole. Deuxième type au niveau médiatique, et ça, c'est très important. Les gens, vous savez comment ils procèdent sur la toile. Et c'est pourquoi je dis, il faut que cette vidéo soit virale après et il ne faudrait pas qu'on tombe dans la manipulation. 2. C'est la constitution de canaux de relais d'information en temps réel sur les attaques perpétrées au niveau du Mali. Je vous explique. La constitution de canaux de relais d'information en temps réel sur les attaques perpétrées au niveau du Mali. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, depuis que les 49 ont été appréhendés, les 49 mercenaires ont été appréhendés au niveau du Mali. Ceux qui diffusent en temps réel, hier il y a eu une attaque, aujourd'hui encore il y a eu une attaque. Ceux qui diffusent ces attaques en temps réel sont les militants du RDR. Et avec eux, les alliés du CONGEP. Ceux qui soutiennent, allez-y sur les pages actuellement, ils se donnent à cœur joie. C'est la fête, c'est la fiesta. Les gens se donnent à cœur joie en diffusant les attaques. Tout à l'heure, je vais vous présenter les images qui ont été donc perpétrées. Mais ne quittez pas, je vais vous présenter également l'audio de Boubou Sissé. Les attaques qui ont été perpétrées là, ceux qui les diffusent en temps réel, ce sont donc les militants du RDR. L'objectif, c'est d'envahir à la limite les réseaux sociaux en diffusant des informations en temps réel, bien entendu, pour démontrer à la face du monde, parce que vous savez, tout à l'heure, je vais faire une proposition par rapport à nos méthodes de communication. Pour démontrer à la face du monde que voilà, le régime d'Assimi Goïta est donc inefficace face à la question sécuritaire. Se servir de ça comme un moyen de pression sur le gouvernement, comme on l'a fait avec, comment il s'appelle, Rochma Kaboré au niveau du Burkina. Donc, constitution des canaux de relais d'information en temps réel sur les attaques perpétrées au niveau du Mali. Et ça, c'est l'œuvre du RDR et du CONGEP. Ils sont eux qui travaillent comme ça. Et comment ils fonctionnent? Ils ont ouvert et ils ont renforcé une campagne de diabolisation. Et à ce niveau, je vais marquer un arrêt.
ouverture et renforcement d'une campagne de diabolisation par le RDR et le COJEP contre le régime et autres acteurs clés susceptibles d'engager des propositions concrètes dans le cadre de la résolution du conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, en même temps qu'ils s'en prennent à l'État malien, on tente de diaboliser Assimi Goïta sur les réseaux sociaux. On tente également de diaboliser tous les acteurs clés. Ce que j'appelle acteurs clés, il y a un seul acteur clé. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il s'appelle Guillaume Soro, écrivain GKS. Donc, toutes les personnes, tous les acteurs clés susceptibles donc de faire des propositions concrètes en termes donc de résolution de la crise, ces personnes sont de façon tendancieuse diabolisées sur les réseaux sociaux. Et ça, vous allez les voir, RDR, comme COJEP, ouvrir une campagne de diabolisation contre qui? Contre Guillaume Soro. Parce que, je vous le rappelle, sur la base de production d'un communiqué scientifiquement élaboré, avec une forte dose de propositions concrètes, Guillaume Soro a donc impliqué deux acteurs majeurs dans le cadre de la résolution du conflit, dont les effets aujourd'hui sont nettement perceptibles sur le terrain politique. Je vais parler de Foy Gnassingbé et donc de Denis Sassou Nguesso, parce que bientôt, le ministre des Affaires étrangères de la Russie aura bien entendu une entrevue avec Denis Sassou Nguesso. Les lignes sont visiblement en train de bouger sur la base d'un ancien homme d'État. Bon, il n'y a pas un ancien homme d'État, d'un homme d'État qui est Guillaume Bafori Soro, qui impulse une dynamique et dont les résultats sont perceptibles sur le terrain. Ça porte fruit. Et là, ce n'est pas fait pour arranger surtout ceux du COJEP, qui sont donc dans une sorte de rivalité, je vais dire béante, dans une sorte de rivalité vaine, creuse et pompeuse avec Guillaume Bafori Soro, dont il n'arrive pas visiblement même à la cheville manifestement. Est-ce que vous suivez? Alors ouvrez les yeux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une campagne, je vais dire, bien orchestrée, bien huilée et savamment dosée, qu'on vous distille sur les réseaux sociaux. Mais ayez la vigilance, ayez donc la lisibilité pour comprendre le mode opératoire. Et donc, quand vous allez entendre Guillaume Soro, Assimi Goïta, fais attention à Soro, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi qui est au Mali, vous allez entendre ces discours. Et effectivement, tout cela était donc peaufiné au sein du laboratoire des officines du RDR. Donc, ouverture et renforcement d'une campagne de diabolisation par le RDR et le COJEP contre le régime et autres acteurs susceptibles d'engager des propositions dans le cadre du règlement de la crise au niveau du Mali. L'exemple, il est clair, Guillaume Bafori Soro et avec son conseiller spécial Franklin Nyamsi aujourd'hui, qui pratiquement fait donc la une de tous les médias. Je vous rappelle ici qu'il est passé sur ORTM, l'une des chaînes principales du Mali, d'ailleurs la plus suivie pratiquement dans toute l'Afrique. ORTM aujourd'hui est la chaîne la plus suivie dans toute l'Afrique, et c'est là que Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Afrique et Wa Mali et Wa Côte d'Ivoire est passé pour accorder donc une interview très exclusive dont vous aurez, je vais dire, le contenu, je crois, très bientôt, où il est passé pour assurer, pour accorder donc une interview. La campagne de diabolisation se fait. Alors, vous savez aussi, quand on fait un diagnostic, il faut avoir aussi la capacité de proposition. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai aimé les propositions qu'a fait Soule de Paris. Il a demandé à ce que le Mali puisse redoubler de vigilance. Ça, c'est une très bonne proposition. Il a demandé à ce que le Mali puisse redoubler de vigilance. C'est une très bonne proposition. Mais je m'en vais ici pour faire des propositions concrètes à nos États souverains, à l'État souverain du Mali. Je dis partager la vidéo. Je m'en vais de ce pas pour faire donc une proposition concrète à l'État souverain du Mali. Nous sommes à 140, merci infiniment d'être là. Proposition pour un Mali fort. Premier type de proposition, c'est que le Mali, et ça vous devez entendre ça,
Renforcement des moyens de sécurité aux frontières avec les pays voisins, notamment avec la Côte d'Ivoire. Je reprends. Premier type de proposition. Le renforcement des moyens de sécurité aux frontières avec les pays voisins, notamment avec la Côte d'Ivoire. Bien entendu, la zone des 3 frontières, il faut y veiller. Le Mali, le Burkina, comme la Guinée, on n'est pas exempt de toute attaque, c'est vrai. Mais notamment avec la Côte d'Ivoire, il faut bien entendu un renforcement des moyens de sécurité. Deuxième type de proposition. Il faut amener les Maliens à aimer leur pays. Vous savez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis un peu partout, les opinions, c'est vrai, sont un peu presque diversifiées, c'est vrai. Mais il y a une forte concentration de soutien, des mouvements de soutien autour du gouvernement de transition. C'est déjà bon. Mais ce qu'il faut naturellement faire, c'est quoi? Il faut ouvrir et renforcer des campagnes de sensibilisation au patriotisme. Il faut aimer les Maliens, aimer leur pays. Tel que nous, les Ivoiriens, nous aimons les vrais Ivoiriens, ceux qui sont donc soucieux de la préservation des liens séculaires avec le Mali. Nous, là, il faut plutôt renforcer des campagnes de sensibilisation au patriotisme. C'est-à-dire pousser les Maliens à aimer leur pays. Le Mali Koura, il faut les amener à aimer leur pays. Les gens sortent, c'est vrai, il y a des manifestations qui se font. Mais il faut chaque fois, au niveau de la télévision, dans la presse en ligne, comme la presse écrite, il faut chaque fois renforcer cette fibre patriotique-là. Je sais de quoi je parle quand il y a eu donc la rébellion, je crois en 2002, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce type d'action, ce type d'émission qui passait chaque fois à la télévision, ont contribué effectivement à renforcer la fibre patriotique. Nous en avons besoin au niveau du Mali. 3. Il faut donc une implication plurielle de la population dans les systèmes de veille et de sécurité. Ça, c'est important. Je vous explique ce que ça veut dire. L'implication plurielle de la population dans les systèmes de veille et de sécurité. Ça veut dire quoi tout ça? Tout ce langage politique là, ça veut dire quoi? Les gars, le seul moyen et le plus efficace en termes donc de renforcement de la sécurité au plan national, en dehors des forces de défense et de sécurité, ce qui constitue un moyen de coopération directe, c'est la population. En lieu et place de constituer des mouvements d'autodéfense, puisque vous n'êtes pas à ce niveau pour l'instant, mais il faut que la population soit dedans. Tout mouvement suspect qui sera donc vu, constaté dans une quelconque localité, il faut qu'il y ait donc des moyens, des canaux directs de communication, d'information en temps réel pour minimiser les risques d'attaque. C'est important. Donc il faut impliquer toute la population. Dès qu'on voit, dès qu'on informe, c'est-à-dire je vois, j'informe, je vois, j'informe. Parce que nous sommes aujourd'hui sur le qui-vive. Ceux d'Abidjan n'ont pas encore fini. Et je vous le dis, ils n'ont pas encore fini. La preuve, nous allons revenir sur les attaques d'aujourd'hui. Il y a eu des attaques hier, il y a eu encore des attaques aujourd'hui. Alors, quatrième proposition, et ça c'est important, chers amis du Mali, c'est important. Il faut naturellement, j'ai dit ces propositions que je fais, vous devez les écouter très bien. Quatrième type de proposition, il faut donc la mise en œuvre des systèmes de communication collaborative avec plusieurs mouvements panafricains comme Génération et Peuple Solidaire pour la diffusion d'informations en langues variées. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Mise en œuvre des systèmes de communication collaborative. Ça veut dire qu'il faut collaborer avec nous. Tous les Maliens de ce pas, il faut qu'on se retrouve sur des plateformes d'échange et d'information. Donc, de certains mouvements panafricains comme Génération et Peuple Solidaire, parce que ceux qui portent aujourd'hui le niveau, qui relèvent donc, qui renforcent le niveau de la communication sur les réseaux sociaux un peu partout, même de démonstration en termes
de masse populaire, Génération et Peuple Solidaire, vous le savez très bien. La preuve, Franklin Nyamsi, au Cameroun, aujourd'hui au Mali. Donc ceux qui se donnent, je veux dire, corps et âme dans le combat au niveau du Mali, il n'y a nul autre pareil, c'est Génération et Peuple Solidaire. Donc, je propose ici la mise en œuvre d'un système de communication collaborative avec plusieurs mouvements comme Génération et Peuple Solidaire pour la diffusion d'informations en langue variée. Quand je dis langue variée, c'est quoi? Généralement, vous savez, en Côte d'Ivoire, on se plaint. Les informations sont diffusées, mais généralement, c'est en bambara. Et ça, je vais marquer un arrêt pour parler. Les informations sont diffusées et généralement, c'est en bambara. Nous tous, on ne comprend pas le bambara. Donc, avant même la diffusion de certaines informations stratégiques, lorsque nous avons constitué des systèmes de veille en termes de communication, d'analyse et de compréhension des informations, dès que vous les diffusez en bambara, nous aussi, on a la possibilité de les diffuser en français. Parce que vous parlez en bambara, nous aussi, on parle en français. Il y a un impact direct. On est sûr d'atteindre la cible. Est-ce que vous suivez? Akamewa. Hein? Akamewa. Donc, Malio, c'est à vous que je parle. Billet, attends, je vais voir la date. Billet jeudi, hein, 21 juillet 2022. Billet jeudi, 21 juillet 2022. Donc, comment nous m'a fait à main? Donc, la proposition que je fais ici, la mise en œuvre de systèmes de communication collaborative avec des mouvements panafricains comme Génération et Peuple Solidaire pour la diffusion d'informations en langue variée. Donc, vous parlez en bambara, mais toutes les fois qu'on aura pu accorder donc nos violons au sein donc de certaines plateformes, parce que je le dis, Tunkara, tu me regardes, et il faut bien entendu qu'il y ait ces plateformes collaboratives-là de réception, d'analyse, d'études et de diffusion d'informations en langue variée. Vous parlez en bambara, nous aussi on a le contenu et on les diffuse en français pour permettre donc au large public de bénéficier directement du contenu. Sinon, quand généralement les gens vont sur les vidéos, quand ils voient ça en bambara, ils passent. Donc cette proposition, vous devez la retenir. Et la dernière proposition, elle est beaucoup plus importante. Je vous ai toujours dit que le nerf et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Assimi Goïta, on va beau réaliser des prouesses au niveau sécuritaire. On va beau réaliser des prouesses au niveau diplomatique. On va beau réaliser des prouesses au niveau médiatique. Nous avons un objectif spécifique terminal, celui d'assurer effectivement l'amélioration des conditions substantielles du peuple du Mali. Et donc, je propose ici, au cinquième niveau, l'initiation de programmes spécifiques pour la relance économique rapide. Il faut permettre aux Maliens là, de pouvoir s'insérer, de se mettre directement dans le tissu socio-économique et de pouvoir vivre les résultats perceptibles de la transition. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement de transition travaille à la relance économique rapide. Dieu merci, nous nous félicitons de la levée de suspension des décaissements. Je crois que hier, le communiqué a été rendu par la Banque mondiale, une décision portant lever la suspension des décaissements au sein donc de la Banque mondiale. Cet argent-là, quand ça vient, il faut permettre aux Maliens d'être en activité. Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui ne travaille pas, qui ne sait où donner de la voix pour pouvoir manger, à un moment donné, il devient comme une vermine. Donc, on peut faire tout type de démonstration politique. Nous, on est fort dedans. En GPS, on est fort. Ce que je viens de vous faire, c'est un cours scientifique. Guillaume Soro nous a appris à faire des élaborations scientifiques et je sais très bien qu'il verra bien cette vidéo et tous les Maliens la verront. Mais si on fait toutes ces démonstrations scientifiques et qu'on n'est pas capable de mettre les Maliens en activité, il risque de se retourner contre nous. N'oubliez pas, c'est le même peuple-là qu'on peut utiliser contre nous si toutes les fois il n'est pas inscrit dans le tissu socio-économique. Donc, en dernière position, initiation de programmes spécifiques pour la relance économique rapide. L'argent a été décaissé. Les gens ils vont avoir un peu au bien donc. Warini, qui quitte au niveau de la Banque mondiale. Comment on appelle ça? Avec Barasoro,
Baraka, Kasro, Dominique. Ça, c'est important. Donc, ce point-ci, il était très important. Alors, je vais vous faire écouter en plus, j'allais vous faire écouter Boubou Sissé tout à l'heure, mais je vais vous donner rapidement les informations de l'attaque d'aujourd'hui parce que c'est très grave. J'ai fait l'exposé de façon brillantissime. Voilà, il y a eu une attaque hier. Je vous ai donné tout le contenu, le mode opératoire. Je pense que vous avez bien compris. Donc, ce n'est pas encore fini. Yasmine, soit saluée. Alors aujourd'hui au Mali, il y a eu donc une attaque au camp de la Forsat ou de la gendarmerie de Kolokani dans la cité du Beledougou. Voilà, ce 21 juillet 2022, des coups de feu ont retenti à Kolokani dans le camp de la Forsat dès 5 h du matin. Ça, je l'ai dit, dès 5 h du matin. Cette attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés, aucun bilan n'est encore marché. Mais aux dernières nouvelles, les informations que nous avons, c'est que ceux qui ont perpétré cette attaque ont des liens étroits avec des éléments de la MINUSMA. Et ça, je le dis, c'est des canaux officiels. Hein? Ils ont des liens très étroits avec les membres de la MINUSMA. Des individus armés qui ont attaqué Kolokani viennent d'être aperçus à Guessena, cercle de Banamba. Bon. Donc, ceux qui viennent à l'instant d'être et de perpétrer cette attaque, nous dit-on, oh, il y a Soulé qui m'a envoyé une information, mais oh là là, Soulé, si tu pouvais m'envoyer ça sur oh là là, je n'ai pas, bon attends, est-ce que je peux te donner le numéro en direct? Aïe, 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 aïe. Soulé de Paris, il faut m'envoyer ça sur le messenger de Fédéral Eco Leader. Là, je vais voir ça directement ici. Oh là 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 là. En fait, j'ai 2 WhatsApp. Donc, c'est sur ce WhatsApp là, tu es en train de m'appeler. Alors, si tu... Bon, je ne peux pas donner mon WhatsApp en direct ici, mais ça fait bizarre. Bon, 92... 47. Est-ce que ça vaut la peine de... Bon, Messenger de l'autre compte là. Fédéral Eco Leader. Tu envoies ça sur le Messenger, chaque je vais voir. Mais merci, tout à l'heure, je viens te rendre les hommages. Merci pour ta brillante intervention tout à l'heure. Alors, comme je vous avais fait une démonstration scientifique, non, tu envoies ça sur Fédéral Eco Leader. Comme je vous avais fait une démonstration scientifique, je vous avais parlé, parce que quand on accuse quelqu'un, il faut bien qu'il y ait des indices objectivement vérifiables. Et donc, je vais revenir sur l'audio de Boubou Sissé. Regarde dans la Dream Team. Ok, je vais aller dans la Dream Team. Ne quittez pas, hein, les gars. On a déjà fini. Mais c'est des informations de première main, de dernier machin. Donc là, il ne faut pas jouer avec. Ne quittez pas. Téléchargement de la photo. En attendant que la photo télécharge, je vous ai expliqué tout le mode opératoire des gens du RDR et ceux du COGEP. Voilà. Donc désormais, quand vous allez entendre ces spéculations en entendant d'ouvrir cette campagne de diabolisation contre des acteurs politiques clés comme Guillaume Soro, je pense qu'il ne faut pas s'en offusquer. Il faut comprendre que j'ai ici communiqué numéro 049 de l'état-major des armées. C'est quel état-major d'abord? Ah, ok, malienne. J'ai ici, je vais vous le lire rapidement. Hein.
L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont contenu et maîtrisé les tentatives désespérées et coordonnées des terroristes de la Kaliba Massina, voilà, caractérisées par des attaques complexes et simultanées. Tôt ce matin, 21 juillet 2022, dans les localités de Douenza, Koro, Ti, Sevare, Bopo, Sebou et Kolokani comme suit. Aux environs de 6h30, à Douenza, attaque aux véhicules piégés suivi des tirs dirigés contre le poste de commandement du groupement tactique interarmé de Debo, stationné dans la dite localité. Le bilan de la dite attaque est le suivant. Côté FAMA, c'est-à-dire Forces armées maliennes, écoutez très bien. Côté FAMA, un mort. My God. Ah, ça fait très mal. Mais pendant que j'annonce ça, le RDR est en train de... Ils sont en train de jouir. Sur leur page, ça jouit. Côté FAMA, un mort, 15 blessés et 3 véhicules endommagés, tous dus au souffle de la déflagration. Ok. Côté terroriste, écoutez très bien. Côté terroriste, ça c'est le bilan qui vient d'être exposé tout à l'heure par l'état-major général des forces armées maliennes. Donc on écoute. Côté terroriste, 3 morts, mais c'est peu. 3 morts, dont un à bord du véhicule piégé et 4 autres neutralisés lors des combats. Un PM, un poste de radio de type YT et un téléphone portable récupéré. Les FAMA ont immédiatement procédé au bouclage de la ville suivi d'un ratissage. À Koro, aux environs de 5h15, un véhicule bourré d'explosions destiné contre les FAMA de la localité a explosé, ses occupants à environ 1 km sans faire de victimes ni de dégâts matériels auprès de la population ou les FAMA ou des FAMA. En tout cas, vraiment, Dieu merci, les populations civiles n'ont pas été touchées. Je continue. Les renseignements recueillis sur le véhicule et la plaque d'immatriculation étrangère sont en cours d'exploitation. Non, j'aime trop les Maliens. À la vérité, on sait, mais on ne dit pas encore. Vous allez comprendre. À Mopti, un véhicule Toyota de couleur blanche, double cabine, bourré d'explosions et destiné contre les FAMA, ont été retrouvés embourbés à 30 mètres environ de la RN16 et à 500 mètres du poste de contrôle de Ti, non loin de la ville de Sévaré. Les équipes EOD FAMA ont procédé aux environs de 13h30 à la destruction sans dommage du dit véhicule sur place. Ah, vraiment saoulé. Je crois qu'il continue encore. Non? On continue. Il est bien long le communiqué. À Bapo, 3 tirs d'obus ont visé l'entreprise militaire sans faire de victimes ni de dégâts matériels. Dieu merci. Également à Ségou, 2 obus ont visé le camp militaire sans faire de victimes ni de dégâts matériels. Les opérations aéroportées, toujours en cours, ont été menées immédiatement dans la zone de provenance des tirs.
localisé sur la rive gauche du fleuve du Niger. Ok. Il faut noter que tous les obus ont été tirés entre 5h32 et 5h35. Avec précision, s'il vous plaît. À Kolokani, aux environs de 5h30, des attaques complexes ont simultanément visé le détachement des forces antiterroristes, de la force antiterroriste de la brigade territoriale de la gendarmerie avec un bilan côté Fama 2 morts. My God. Côté Fama 2 morts, 3 blessés et de nombreux véhicules particuliers incendiés. My God. Suite à ces différentes attaques, la précision du renseignement a permis de poursuivre les assaillants avec des unités au sol appuyées par une offensive aérienne qui a permis une frappe contre un groupement d'une douzaine de véhicules et de motos localisés dans la zone de Tola à 22 km au sud-ouest de Mourdia, entièrement sous haute surveillance et bouclé par les FAMA. Merci beaucoup, bravo. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il remercie et magnifie le soutien très appréciable et très remarquable de la population. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. L'implication plurielle de la population. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup, population. L'état-major des armées rassure que la traque des terroristes continue dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui et que les FAMA assureront pleinement leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et leurs biens. L'état-major des armées rappelle que les FAMA restent engagés et respectueuses des strictes règles d'engagement qui encadrent leurs actions. Bamako, le 21 juillet 2022, direction de l'information, des relations, bon, il y a un cachet dessus, des relations des armées. Le communiqué prend ainsi fin. Donc, vous avez pu voir tout le bilan détaillé qui a donc été produit par les forces armées maliennes. À la limite, le bilan, il est plus ou moins mitigé. Et c'est le lieu ici de témoigner à nouveau tout notre soutien en directement des forces armées maliennes et de témoigner tout notre soutien aux autorités de la République souveraine du Mali. Nous sommes de cœur avec eux, contrairement à ceux du RDR et du COGEP qui sont aujourd'hui en train de festoyer, en train de jouir pratiquement aujourd'hui sur tous les différents canaux de diffusion. Nous ici, à Génération et Peuple Solidaire et l'ensemble de tous les panafricains, témoignons ici de vive voix tout notre soutien au peuple souverain du Mali, actuellement en proie à de nombreuses attaques terroristes sur le sol malien. Est-ce que ça vaut la peine de vous faire écouter encore l'audio de Boubou Cissé, surtout que le bilan tel que détaillé est pratiquement alourdi, mais je vais rapidement vous faire écouter le témoignage, l'audio avec Boubou Cissé, surtout que je vous l'avais promis. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui à Makina et au Burkina. D'accord. Voilà comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile pour tenir encore 3 à 4 semaines entièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, qui inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer
du riz, prix moyen, prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Oui. Écoutez, hein. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment C'est ça, c'est ça. Ouais. un pays, 30-40% de son budget financé par l'extérieur. Oui. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, Ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régionaux. absolument. Donc, en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les Merci banques beaucoup, commerciales Cissé. à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Quoi. Oui. La BMS. Banque de solidarité. Voilà, exactement. C'est sur la banque de développement. Oui. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener. Quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Okay. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ben, ils sont idiots. Ben, la Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leur problème. C'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. Ils sont tombés sur la tête. Bon, on va arrêter par là. Je pense que vous avez écouté le maximum. Ils avaient prédit la mort du Mali en 2 semaines maximum. Ils disent que la Russie, qui pratiquement est la 11e puissance militaire, ne pourra pas faire leur affaire. À la limite, ils vont leur donner de vieux engins. Ils ne pourront pas mener donc toute politique de sécurisation du Mali. Nous sommes aujourd'hui au 6e mois. Je pense qu'après les sanctions inhumaines, mais jusque-là, le Mali, il tient. Donc, ça, nous avons une preuve palpable de ce que le Mali vit aujourd'hui. Là. Il y a une provenance, il y a une source, c'est ceux d'Abidjan. Et avec eux aujourd'hui, ceux qui se donnent à cœur joie dans une campagne de diabolisation, je pense que quand vous allez réécouter toute la vidéo, vous allez comprendre comment j'ai apporté toute la déconstruction sur la base d'un plan stratégique qui a donc été concocté depuis les officines du RDR visant naturellement à déstabiliser l'État souverain du Mali. Chers amis, j'ai pris donc un agréable moment partager cet instant avec vous. J'en avais gros sur le cœur parce qu'il fallait naturellement que j'apporte cette réplique. Et je profite ici pour saluer tous les panafricains. Je vous salue tous. Cheikh Ouma Keïta, comment il s'appelle? Cheikh Ouma Keïta, Suleiman Babo, Soulé de Paris, comment il dit? Sekoun Toukara, tout ce beau monde-là. Voilà, je vous salue tous. On est ensemble, portez-vous bien. Fédéral 001, activiste, communicant, pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération Un Peuple Solidaire. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.